le début de la véritable révolution ou déploiement de ces technologies qui consisteront à reconcevoir ou même à concevoir directement des pièces pour qu'elles soient imprimées en 3D, fabriquées par ces procédés de fabrication additive. Et là, on commence à toucher du doigt des progrès colossaux, puisqu'on peut, pour la même fonction, diminuer le poids de 30, 40, 50%. Et en plus, quand vous intégrez ces processus dès la conception initiale de l'objet, de la fonction, vous pouvez rajouter, intégrer des fonctions de refroidissement, pourquoi pas d'acheminement de carburant ou autre, dans une pièce qui n'avait autrefois qu'une fonction mécanique. Donc on va vers des gains de productivité et surtout vers une évolution du type de pièce qui va être très intéressante, puisque tous les objets qui nous entourent dans cette pièce, par exemple, comportent énormément de formes cylindriques, plates, d'angles droits, qui sont en fait le résultat de contraintes de fabrication qui nous entourent. Dans la nature, on ne retrouve pas du tout ces formes. On va plutôt voir, le squelette est un assez bon exemple. La nature a tendance à mettre de la matière uniquement là où elle est nécessaire. On ne met de la matière que pour reprendre les efforts. Bah, je vais juste rebondir parce qu'on a parlé de design et de valeur ajoutée au travers du design. J'avais ramené juste deux pièces histoire d'en parler un petit peu. Donc là, j'ai deux pièces qui sont des pièces qui volent sur les satellites aujourd'hui. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ces pièces-là, elles ont une fonction simple, hein, c'est ouvrir des panneaux solaires. Bon, il faut que ça marche une fois que c'est là-haut, mais leur fonction aujourd'hui est assumée par un ensemble de 10 pièces qui sont rassemblées et qui font à peu près 3 fois la masse et 3 fois la taille. Donc dans le satellite notamment, le gain de masse que peut amener la fabrication additive est pas négligeable. Donc là c'est du titane, c'est ultra léger. Donc voilà, c'était juste pour illustrer cet aspect conception et valeur ajoutée. There we made a major mistake, as we learned later. That is, we reproduced an existing design. Never do that with 3D printing. 3D printing would make the difference only if it is considered in the design phase from day one. Ce qu'il faut aussi comprendre, et la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des industries leaders dans ces industries de pointe qui s'intéressent à la fabrication additive. Je vais rendre à César ce qui est à César, je crois que c'est le lieu pour. Ce que Stéphane ne dit pas spécialement, c'est qu'il a été un des pionniers en lançant sa société en 2007, et c'est un co-développeur machine. Les premiers utilisateurs, vous travaillez en mode projet avec eux. Les attentes des industriels, les attentes de l'amélioration de vos machines par rapport justement à une réduction de coûts, le métier de vos clients, vous la prenez à leur contact. Nous, on a travaillé chez Polychep sur toute cette chaîne, un bureau d'études qui conçoit différemment, avec cette approche topologique comme en a parlé Raphaël, donc apprendre à sortir de la valeur ajoutée au travers du design, maîtriser ces procédés spéciaux, les qualifier avec les standards que l'on vise, et puis aussi maîtriser le métier de la métallurgie qui est derrière, parce que comme ça a été dit, on génère une forme certes, mais simultanément on génère un matériau. Nous on va pouvoir faire qu'une partie de la pièce, et donc tirer un bénéfice économique justement d'un ajout de fonction sur une pièce, plutôt qu'un endroit d'une pièce où on aurait une patte de fixation et qui ferait qu'on enlèverait 90% de la matière d'un bloc, par exemple de titane. Et ben cette patte, on va pouvoir la rajouter, éviter ce temps, éviter aussi cette perte de matière. Et donc pour le coup, on a un potentiel d'industrialisation qui se fait à la fonction sur chacune des pièces. Le pendant de cette capacité à ajouter une fonction, c'est que ça permet aussi, si on est capable de mettre une fonction sur une pièce neuve, d'en remettre une sur une pièce usée. Et donc ça ouvre aussi des potentiels dans le domaine de la réparation, qui chez nous ont été prouvés, puisqu'on a eu déjà des qualifications dans ce domaine-là. Il y a un autre élément que, il me semble, reste lié à l'industrie classique, qui est le type de matériaux disponibles sur le marché. Oui, alors il y a deux niveaux dans cette discussion. Il y a un premier niveau qui est la mise en forme des matériaux matières premières. Comme l'a dit Emmanuel, on peut partir de fil, on peut partir de poudre. Le deuxième niveau de discussion, c'est en effet, aujourd'hui, on utilise ces procédés additifs sur des matériaux qui sont des matériaux standardisés. Ce sont des matériaux qui sont déjà qualifiés dans des industries, qu'elles soient aéronautiques, qu'elles soient automobiles ou qu'elles soient médicales. Il n'empêche que ces matériaux, à la base, ont été développés pour des industries qui étaient tout autres. Des alliages ont été développés, la composition de ces alliages ont été développés
pour des mises en œuvre par fonderie, par forge. A wrong powder will produce a wrong product. So we want to have the material supply chain, the powder, under control. We want to have a repeatable quality of the powder we use. Sergio Mazzoleni from Saint-Gobain Ceramic Material. I would like to know, have you ever printed something in ceramics for your purposes? Yeah, very, very interesting for us. I mean, printing ceramic is something that is strategic. It's part of the roadmap as well. Strategic materials are first titanium, definitely, aluminium, and Inconel 718, or let's say steels in general, but very much ceramics as well. And yes, we do print ceramics, and we are extremely interested in the results we are getting at the moment. Là, on est sur des procédés qui ont des spécificités et qui vont générer en fait des thermiques qui leur sont propres. Et on peut se servir à terme de ces thermiques pour obtenir des propriétés qu'on ne saurait pas obtenir avec des procédés traditionnels comme la fonderie ou la forge. Donc il y a des axes de développement qui sont en cours pour aller chercher des performances, on l'a dit, au travers du design, mais aussi au travers du matériau, en développant des alliages spécifiques pour la fabrication additive. Donc c'est en effet l'étape à suivre. Airbus a montré l'exemple avec un matériau qui s'appelle le Scalmalloy, qui est un aluminium qui est enrichi en scandium. Et cet aluminium a des propriétés très particulières et c'est lié notamment aux effets thermiques du procédé additif qui le met en œuvre. Mais si on avait utilisé ce même matériau en fonderie, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats.